Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Président du MEDEF. Évidemment, on va parler du coronavirus et de ses conséquences économiques qui commencent à être sérieuses. On ne connaît pas ce virus. Il s'étend. Stade 3. Il y a un instant, Jean-François Delfraissy, le professeur Jean-François Delfraissy, président du Comité national d'éthique, nous annonçait que le stade 3 allait être instauré lundi ou mardi prochain, en début de semaine. Comment ça se passe dans les entreprises françaises? Est-ce que toutes les mesures sont prises? Est-ce qu'il y a une inquiétude grandissante? Dites-moi. D'abord, il y a une inquiétude pour les salariés, pour leur santé. Vous savez qu'il y a un droit de retrait qui existe. Oui, j'allais vous en parler. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de salariés le manifester, mais il y a forcément une inquiétude. Vous comprenez qu'on puisse Bien sûr. D'abord, c'est la loi, et bien sûr, manifester son droit de retrait. Après, le droit de retrait, c'est avoir une présomption forte que sa santé est en danger. Mais de toute façon, vous savez que la loi, bien avant cette épidémie, met la responsabilité de la santé des salariés sur les chefs d'entreprise. C'est à eux de s'assurer que toutes les précautions sont prises. Et je pense que dans la plupart des entreprises, c'est le cas. On a beaucoup diffusé les consignes du ministère du Travail. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. Alors évidemment, il y a des conséquences économiques. Elles sont aujourd'hui en fond très localisées à la fois géographiquement mais sectoriellement. Alors par exemple, pour vous donner des exemples, les autocaristes subissent des baisses de chiffre d'affaires de plus de 50%, notamment parce qu'il y a l'annulation de toutes les sorties scolaires et puis les sorties touristiques. Un petit mot juste là-dessus, l'éducation nationale annule les sorties scolaires, ce qu'on comprend parfaitement, mais invoque des cas de force majeure, et je pense quand même qu'ils devraient payer une partie de ce qui est dû, parce qu'on a en face de nous, donc j'ai envoyé un petit mot à Jean-Michel Blanquer. Vous demandez à l'éducation nationale de prendre en charge une partie de ce qui était prévu. Du manque à gagner. Exactement. Du manque à gagner des autocaristes. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui avaient prévu, qui avaient embauché des chauffeurs, etc., qui se retrouvent, des PME, qui se retrouvent en difficulté. On est sur des moins 50%, donc c'est très violent. Il y a toutes les salles de spectacle, et tout le spectacle vivant. Là, c'est une catastrophe, c'est des adhérents Prodis. Et puis plus généralement, tourisme, restauration. Ça, c'est le choc événementiel, aérien, vin et spiritueux, le luxe. Le luxe est une choc de demande en Chine. C'est de demande en Chine, bien sûr. Et puis il y a ce qu'on appelle le choc d'offres, c'est-à-dire des industries qui ne reçoivent plus de composants et qui se retrouvent bloquées. Automobile, électronique, le jouet. Donc, ça montre, si vous voulez, les difficultés. Alors, il semblerait que la Chine commence à repartir très doucement. Donc ce choc d'offres... La Chine commence à repartir. Certaines usines réouvrent, en dehors de la grande région de Hubei, de Wuhan, où c'est effectivement encore confiné, puisque vous avez vu que le nombre de nouveaux cas chaque jour en Chine est en train d'être baissé. On peut espérer que dans quelques semaines, le choc d'offres se réduise, c'est-à-dire qu'on retrouve un approvisionnement de produits. Mais en France, on va plutôt devant des difficultés avec le nombre de cas. Lorsque je vous dis stade 3... Ça évoque quoi pour vous? Est-ce que vous le savez? Oui, alors si j'ai bien compris, le stade 3 lundi ou mardi. Encore une fois, c'est l'info que nous avons donnée sur RMC. Tous les rassemblements, donc ça veut dire tous les spectacles, toutes les réunions, tous les congrès, y compris internes aux entreprises, doivent être stoppés. C'est la fin de tous les voyages. Donc ça va encore un peu amplifier ce phénomène. Vous dites aux chefs d'entreprise, surtout terminer les réunions de groupe pour dynamiser les cadres, les réunions, tout cela, On a quand même, il faut dire aujourd'hui, la technologie permet de faire beaucoup de télétravail. Bien sûr. De faire des conférences calls, etc. Donc, c'est pas possible partout, mais c'est possible. Mais encore une fois, le message au chef d'entreprise, c'est pas de panique. Soyez calme, respectez les consignes et sécurité et santé des salariés avant toute chose. Oui, avant toute chose, c'est-à-dire du gel hydroalcoolique partout. Se laver les mains régulièrement. Se laver les mains régulièrement. Vous savez, ne plus se serrer la main, faire le coup de coude qui est devenu... Au MEDEF, il n'y a pas de cas, non? Alors non, que je sache. Un mot peut-être sur les banques. Les banques, Bon, on a des PME qui subissent dans certains secteurs des baisses de chiffre d'affaires très violents. Et avec le ministre Le Maire, la semaine dernière, on a demandé à BPI de faire éventuellement la des Banque garanties. publique d'investissement, je le rappelle, puisque une perte de 50% de chiffre d'affaires, ça va très vite. Alors vous avez demandé quoi? Que le BPI, dans le cas où une PME c'est une banque publique, exactement. BPI, rappelons-le. Une PME se retrouve en difficulté, que BPI puisse intervenir en contre-garantie du crédit ou du découvert de cette PME. C'est-à-dire que je suis artisan, par exemple, dans un domaine qui est très touché, artisan traiteur, artisan traiteur, par exemple, hôtelier, restaurateur. Donc il faut que ma banque
Il faut que ma banque retarde certaines échéances, c'est cela. Ou m'offre un crédit. Alors, peut-être propose un crédit. Non, peut-être pas de nouveau crédit, mais plutôt un crédit à rembourser qui arrive à échéance au mois de mars. Et là, BPI peut se porter contre-garantie ou caution. Le gouvernement vous a dit oui ? Le gouvernement et surtout le représentant de BPI est en train de travailler là-dessus pour essayer de mettre en place un dispositif rapide. Moi, j'ai un cas très concret, le président du MEDEF de Côte d'Or, qui est dans l'événementiel, et qui évidemment voit tous ces événements annulés. Donc ça, c'est un point important. Voilà. Donc on est mobilisé pour faire remonter l'information d'un côté et la faire descendre de l'autre. Les transports, il y a un cas à la RATP, ça aussi, ça vous inquiète Là, c'est typiquement le droit de retrait. Oui, là, c'est typiquement le droit de retrait où, effectivement, si ses collègues pensent qu'ils ont un risque, ils ont le droit de se retirer et ils sont indemnisés. Et puis, un point qu'on n'a pas évoqué, le chômage partiel. Oui. Donc ça, c'est un dispositif qui a très bien fonctionné en 2008. Ça permet, dans une usine, un atelier, de demander, alors il faut l'inspection du travail, il faut la directe plutôt qui se prononce, mais là, il faut qu'elle aille vite, de faire cesser l'activité et les salariés se retrouvent indemnisés par l'assurance chômage. Il y a, je crois, déjà 400 entreprises qui ont demandé ce dispositif. Geoffroy Roux de Bézieux, je vais vous poser une question précise. Est-ce que nous sommes en état d'urgence économique ? Non, je dirais pas ça aujourd'hui. Non. Pas à ce stade. Parce qu'encore une fois, les conséquences sont localisées géographiquement et sectoriellement. Par contre, effectivement, ce qui est très difficile à imaginer, c'est que si ça continue plusieurs semaines et que surtout le nombre de cas de personnes contaminées augmente et que ça impacte l'activité économique encore plus, il y a ce risque-là. Il y a ce risque. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il faut agir très vite. Oui. Ce que je disais sur les banques, ce que je disais sur le chômage partiel, il faut réagir très vite. Il ne faut pas attendre, si vous voulez, que ça se manifeste réellement. Est-ce que vous demandez la création d'un fonds d'urgence ? J'ai vu certains responsables politiques le demander. Écoutez, il faut peut-être y réfléchir. Je pense que c'est un peu tôt parce que... Non, mais j'ai vu plusieurs pays, par exemple l'Italie qui a dégagé plusieurs milliards d'euros. Je ne sais pas ce qu'ils font de ces milliards. Plusieurs milliards. Oui, vous ne savez pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font de ces milliards. Je méfie toujours des grandes annonces à coups de milliards qui débouchent sur rien. Pour moi, ce qu'il faut éviter, si vous voulez, c'est des PME qui fassent faillite dans cette période-là, alors que leur activité est saine et que dans 3 mois, dans 4 mois, elle repartira. Vous voyez, il faut garder le tissu économique et industriel et productif en France pendant cette période qui ne va pas durer non plus des années. Est-ce que le coronavirus, là j'étends la réflexion au monde entier, est-ce que le coronavirus met l'économie mondiale en danger ? En tout cas, j'ai vu des chiffres bien sûr, alarmants tout de même. En ralentissement, je crois que personne ne sait. C'est pour ça que moi j'ai pas envie de lancer les chiffres un peu. Vous êtes plutôt rassurant. Oui, et puis il y a un côté un peu autoprophétique. Plus vous annoncez que ça va aller mal, plus les gens ont peur, moins ils consomment, moins. Donc je ne crois pas qu'il faille lancer. J'ai vu le CDE donner des chiffres. Moi je trouve ça un peu inconséquent pour tout vous dire. C'est inconséquent. Oui, enfin c'est pas... croissance mondiale en baisse de 0,5. Voilà, vous le citez. Donc je le cite, puisque ça a été rendu public. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Vous savez, les économistes, ils ont une caractéristique, ils se sont tous trompés tout le temps, ils n'ont jamais annoncé des crises. Donc je ne veux pas aller dans ce terrain-là. Oui, c'est une épidémie sérieuse, évidemment. Oui, il y aura des conséquences. De quelle nature, de quelle ampleur, je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Est-ce que c'est aussi le début d'une réflexion sur la mondialisation de l'économie, franchement ? Tout le monde le dit. Est-ce que vous le croyez ? J'ai envie de vous répondre différemment. C'est une réflexion sur la souveraineté économique de la France et de l'Europe. Oui. Il y a un certain nombre de filières sur lesquelles on a trop mondialisé et on a perdu savoir-faire. On a beaucoup cité le cas des médicaments. 90% des principes actifs des médicaments sont fabriqués en Chine. Et donc effectivement, quand l'usine Chine s'arrête, en quelque sorte, on n'a plus d'autonomie sur les médicaments, dans un secteur où la France est plutôt performante. Mais c'est pareil pour la tech. Ou les télécoms. Donc la réflexion, elle n'est pas forcément sur la mondialisation des échanges. Ce sera difficile de revenir en arrière. C'est plutôt garder une forme de souveraineté industrielle et économique. Et il se trouve que lundi dernier, on avait un colloque au MEDEF que j'avais lancé il y a plus d'1 an sur souveraineté économique, qui était exactement ça. Comment on fait pour déterminer les secteurs où on doit garder du produire en France, du made in France, du conçu en France. Alors il y a une économie qui est très dépendante de la Chine et de l'étranger, c'est l'économie allemande. Et je lis quoi dans la bouche du gouvernement allemand, la plus longue récession depuis la réunification, les conséquences que ça peut avoir.
Geoffroy Roux de Bézieux. Bien sûr, si l'Allemagne va mal, nous, on va aller mal. On n'est pas une île. Si l'Allemagne va mal, on va aller mal. On va aller moins bien, en tout cas. Bien. Alors, vous avez vu que les prévisions avant cette crise, c'était que la France se portait quand même mieux que l'Allemagne. Oui. Donc, on subira moins cette récession. Encore une fois, ça va dépendre. Il y a deux scénarios. Il y a un scénario en V, pour vos éditeurs, ça veut dire que ça repart aussi vite que ça s'est arrêté. Oui. Et puis, il y a un scénario plus long, comme en 2008. Moi, je reste pour le moment sur le scénario en V, c'est-à-dire que dès que le pic d'épidémie sera atteint, je pense qu'on pourra repartir. Bien, vous n'êtes pas donc particulièrement inquiet à ce stade aujourd'hui. Lucide, mais je ne veux pas contribuer à propager un sentiment de panique. Avec le gouvernement, de nouvelles réunions. On recommence lundi. Nous, on a nos propres adhérents mardi, donc on informe, on fait remonter et on essaie de prendre les mesures qui puissent. Au fond, il y a une chose à dire, c'est il faut réagir vite et fort, de façon à ne pas rentrer dans un truc où j'hésite à prendre la mesure et puis finalement je m'aperçois que c'est trop tard, etc., etc. Bien. Je voulais vous parler d'Uber. Pourquoi Uber ? Sans transition. Sans transition, aucunement. Pourquoi ? C'est une autre économie. Uber, pourquoi ? Eh bien, parce que cet arrêt de la Cour de cassation a fait beaucoup de bruit. Un chauffeur a été requalifié en salarié. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision ? Je vais dire ni satisfait ni mécontent. En fait, ça ne fait que reprendre un certain nombre de jugements qui avaient été faits là, y compris d'ailleurs à l'étranger, y compris en Californie où est né Uber, qui dit au fond, quand un indépendant ne peut pas choisir ses prix, ne peut pas choisir ses horaires de travail, ni son itinéraire au cas particulier, il est en réalité pas indépendant parce qu'il n'est pas libre. Et c'est ça qui est dit dans cet arrêt. Et moi, ça me choque pas. Ça veut dire que les plateformes, et il y a plein de modèles de plateformes, doivent laisser, s'ils veulent garder cette relation d'indépendant, une forme de liberté aux gens qui travaillent pour eux. Soit rester auto-entrepreneur, soit devenir salarié, ou un statut proche de celui de salarié. C'est la manière dont le business est choisi. C'est-à-dire que si, effectivement, je vous répète les trois critères, je ne peux pas choisir mon prix. Mon prix de vente. Non. Je ne peux pas choisir mon client et je n'ai pas de fonds de commerce. Et je ne peux pas choisir mes horaires de travail, ça pose un problème de liberté. Exercer le métier comme je l'entends. Exactement. À l'inverse, j'étais hier dans une réunion où il y avait une société qui fait la même chose pour des coiffeurs à domicile ou des esthéticiennes de domicile. Et là, effectivement, ils peuvent dire non à une prestation, ils choisissent leur client, ils gardent la relation avec leur client et on n'est pas dans le même système. Geoffroy Roux de Bézieux, le problème avec Uber et d'autres plateformes, c'est qu'elles ne paient pas de charges sociales. Non mais bien sûr. Patronales. Bien sûr. Notamment. Donc moi je vous dis oui. Elle ne contribue pas à la bonne marche de l'économie. Et au système de protection sociale. Non, mais je suis d'accord. Donc je vous dis, ce cas ne me choque pas, enfin cette décision ne me choque pas. Il faut probablement, mais vous l'avez un peu dit, imaginer pour ces plateformes qui sont très directives, au fond, qui sont des donneurs d'ordre où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, un système un peu hybride quelque part entre l'indépendant et le salarié, avec paiement d'une forme de contribution à la protection sociale. L'égalité femmes-hommes en entreprise, ça s'améliore. Apparemment, en France, même si on a encore beaucoup de chemin à faire, mais nous serions les plus vertueux en Europe. J'ai vu ça. Ça s'améliore en France, même si certaines entreprises n'ont pas fait les efforts nécessaires. Et elles sont montrées du doigt par le gouvernement. Vous trouvez que c'est une bonne... Je vais vous répondre avant ça. D'abord, l'égalité femmes-hommes, c'est pas juste une affaire de politiquement correct. C'est une affaire de performance. Oui. C'est-à-dire que ne pas, se priver du talent d'une partie significative, 52% de la population, ou moins les payer, c'est une erreur fondamentale. Donc le message que je passe à mes adhérents, c'est pas juste une contrainte gouvernementale, c'est une question de performance. Alors oui, il y a cet index qu'on a accompagné, qu'on a diffusé, nous on y est favorable, pas toujours le cas à mesure du gouvernement, et il montre quoi ? Il montre que les entreprises sont plutôt vertueuses et surtout s'améliorent. Est-ce que j'aurais été jusqu'au ce qu'on appelle le name and shame ? J'aime pas tellement l'ambiance dénonciation. Je ne vais pas désigner, je vois quelques entreprises de taille moyenne notamment. Oui, moi je suis pas pour la dénonciation. Vous savez qu'il y a une pénalité financière très significative qui est prévue dans 2 ans. Ça suffit comme menace, j'aurais pas été jusqu'à dénoncer. En tout cas, ce qui est intéressant, moi ce que disent les chefs d'entreprise, c'est que ça nous a permis à certains chefs de voir des chiffres qu'ils ne connaissaient pas. Notamment un cas qui est incroyable, c'est l'augmentation automatique en retour
retour de congé de maternité. La loi dit, si vous êtes absent et qu'il y a une augmentation générale, vous devez avoir la moyenne des augmentations. Et bien dans beaucoup de cas, les chefs d'entreprise, les DRH ne savaient pas qu'ils n'appliquaient pas la loi. Ça paraît bizarre, mais c'est la réalité. Et du coup, sont vite mis en conformité. Donc globalement, cet indice, c'est plutôt une bonne chose. Geoffroy Roux de Bézieux, je vais terminer avec la réforme des retraites. Projet de réforme adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, hein, je précise bien, grâce au 49.3. Ça vous a choqué, l'utilisation du 49.3 ? Je vais vous dire, ce qui m'a choqué, moi, c'est les 2 ans de concertation avec Monsieur Delevoye qui n'ont servi à rien. Parce que c'est là qu'on aurait dû débattre. Ouais. Et honnêtement, on a vu un nombre de fois incalculable, mais il n'a rien décidé, rien montré, rien expliqué. Et donc c'est vraiment 2 ans de perdu. C'est ça le gâchis de ce phénomène. Après, on se retrouve dans une situation d'obstruction, 40 000 amendements. Ça servait plus à rien. Le débat pouvait pas avoir lieu à l'Assemblée nationale. Donc le 49.3, c'était la seule solution ou on retirait, ou alors on retirait la réforme. Exactement. À un moment, il faut avancer. Mais le débat de fond, l'explication aux Français, c'est quoi le système actuel ? Oui. Et où sont les problèmes ? C'est Delevoye qui aurait dû le faire, et on doit le faire dans les 2 années où on a perdu du temps. Et ça n'a pas été fait, donc on a perdu 2 ans. Bien sûr, bien sûr. Bien, alors là, il fallait quoi ? Il fallait utiliser le 49.3 ou retirer la réforme? C'est une décision qu'il faut poser à Édouard Philippe. Non, mais d'accord, mais vous avez un avis, vous, Geoffroy? Non, nous, si vous voulez, on n'était pas demandeurs de cette réforme. Je vous l'ai dit derrière ce micro il y a un mois ou 2. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce qu'elle elle est trop ambitieuse, trop compliquée, qu'elle révèle plein de problèmes. Maintenant, le gouvernement a été élu, c'était dans le programme du président, donc on essaie de faire en sorte que sa réforme, elle ait le moins de défauts possible, au fond. Après, le choix du 49.3, c'est pas le mien, c'est pas celui du MEDEF, c'est pas au MEDEF de se prononcer là-dessus. Oui, non, d'accord, mais enfin, ça ne vous a pas choqué, quoi, si j'ai bien compris. Non, ça ne m'a pas choqué, à partir du moment où on était dans une phase d'obstruction, mais encore une fois, 2 ans pour rien. 2 ans perdus, Geoffroy Roux de Bézieux. Et la conférence de financement, cette fameuse conférence de financement, on en est où? On n'en est pas très loin, puisque pour le moment, on ne met pas des... Écoutez, vous me dites moi, et alors? Mais c'est pas moi qu'il faut dire, et alors? Vous y participez, oui, mais oui, j'y participe. Malheureusement, cette conférence de financement, elle parle de tout sauf de financement. Donc, il y a un moment, il faudrait qu'on mette sur la table les chiffres. Et honnêtement, le gouvernement, pardonnez-moi l'expression, tortille un peu, parce que on sait tous, y compris la CFDT d'ailleurs, qu'il faut travailler plus longtemps. La question, c'est comment on fait pour que ça soit juste? C'est clair, il faut travailler plus longtemps. Pour vous, c'est inéluctable. C'est pas que moi qui le dis. C'est l'Institut Montaigne encore hier dans un rapport. C'est tous les autres pays comparables avec la même démographie que nous. Tout le monde le fait. La question qu'on peut débattre, et moi je dis à Laurent Berger, je suis prêt à en débattre, c'est qui ? Parce que c'est vrai, tout le monde n'est pas égal devant le travail, tout le monde n'est pas égal devant la retraite. Donc on peut discuter de comment aménager. Mais la seule solution, c'est ce qu'ont fait tous les autres pays du monde, c'est de travailler plus longtemps. Travailler plus longtemps. Qui travaillera plus longtemps ? Pas ceux qui s'usent au travail. J'emploie volontairement le mot usure parce que vous ne voulez pas employer le mot pénibilité. Non, enfin je peux l'employer. C'est pas une querelle de mots, mais moi j'ai du mal avec cette idée que le travail est pénible. C'est-à-dire que le travail, c'est d'abord, je suis là évidemment c'est une discussion philosophique, un épanouissement. Je reconnais volontiers que dans certains métiers, il y a des métiers qui sont plus usants que d'autres et que dans des cas très nombreux, certaines professions, à un certain âge, il est difficile d'exercer ce métier. Et c'est pour ça que nous, on dit, et je le redis encore à ce micro, que oui, bien sûr, il est légitime qu'à partir d'un certain âge qu'on peut déterminer ensemble, il y ait un examen médical qui soit mis en place et qu'on puisse partir plus tôt. Mais si il y a beaucoup de gens... Un examen médical... Ce qui existe, hein, on peut le renforcer, on peut l'améliorer. Qui permettrait de partir plus tôt. Mais il faut dire les choses. Pour qu'il y ait des gens qui puissent partir plus tôt, il faut aussi des gens qui travaillent plus longtemps. Sinon, le système est déséquilibré. On revient au point précédent. Et là, je dis encore une fois à la CFDT, le dispositif carrière longue, qui permet, si vous avez travaillé 5 fois un mois dans 5 trimestres avant 20 ans, de partir, il faut en rediscuter, parce qu'il y a 250 000 personnes, ça fait 30% à peu près d'une classe d'âge, qui part avant 62 ans, à cause des dispositifs. Or, carrière longue, c'est pas toujours une carrière pénible. C'est pas toujours l'usure au travail. Et c'est ça qu'il faudrait discuter. Mais cette conférence de financement, pour l'instant, elle n'avance pas. Non, elle n'avance pas. Je le regrette. Elle va pas avancer parce que Force ouvrière et la CGT sont partis.
Oui, enfin disons que c'est des syndicats qui ne voulaient pas discuter du financement, donc d'une certaine manière ça change pas grand-chose. Lors des premières réunions, ces syndicats ne voulaient pas discuter du financement. Non, je vais être juste. La CGT a une solution, c'est d'augmenter les cotisations. Oui. Bon. Et malheureusement, on est déjà à un niveau de cotisation global en France qui est le plus élevé du monde. Si on fait ça, c'est les emplois en moins. Et d'ailleurs, ça fait donc des cotisations moins, puisque les gens... Ça veut dire que le gouvernement, aujourd'hui, n'ose pas mettre sur la table l'allongement du temps de travail. Quoi. Enfin, il l'a mis le 11 décembre, puis il a mis le 11 décembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'ose pas. Oui, on peut le dire comme ça, alors que c'est la seule solution. Encore une fois, moi je préférais qu'on mette le truc sur la table, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, permettez-moi de le dire dans cette conférence de financement, qu'on le mette au milieu de la table et qu'on discute, comment on fait pour le rendre plus juste et plus acceptable. Peut-être qu'il faut... Vous croyez qu'elle va aboutir ? Franchement, j'ai envie de vous dire, franchement, je ne sais pas. Alors vous allez me dire que c'est pas une réponse, mais je ne sais pas, parce que si chacun garde ses postures, la CFDT ne peut pas nier que partout dans les pays comparables, je vous parle pas moi de pays de la Chine, du Vietnam, etc. Je parle de pays qui sont des systèmes sociaux qui sont comme les nôtres. Les gens travaillent plus longtemps. L'Allemagne discute aujourd'hui d'un âge légal de retraite à 67 ans. Et l'Allemagne, c'est pas un pays qui est très différent du nôtre. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'être venu nous voir ce matin, président du MEDEF sur RMC et BFM TV. Il est 8h54.